Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les pompes plus en détail, avec un accent particulier sur leur installation. Les pompes peuvent être connectées en série ou en parallèle pour fournir des capacités supplémentaires. Nous commencerons donc ce module par voir la conception des pompes en série et en parallèle. Nous détaillerons ensuite la similitude cinématique et la mise à l'échelle des pompes. Nous terminerons avec quelques aspects pratiques pour la modification du point d'opération d'une pompe en fonction. Nous allons aborder 4 points aujourd'hui: les pompes en parallèle et en série, les similitudes cinématiques, c'est-à-dire les modélisations physiques, et la modification de la vitesse de la pompe ou du point d'intersection. Il est à noter que les systèmes d'approvisionnement en eau utilisent pratiquement tous plusieurs pompes en série et en parallèle. Si on prend le cas de Calgary par exemple, on retrouve 2 usines de traitement d'eau qui puisent l'eau des rivières Bow et Elbow. Sans aller dans les détails de traitement des eaux, à savoir puiser, filtrer, traiter et désinfecter, la station de pompage possède plusieurs pompes en parallèle nécessaires au bon approvisionnement en eau de Calgary. Parfois, il faut utiliser des pompes en parallèle ou en série afin d'atteindre un certain débit ou une certaine pression qu'on n'atteindrait pas avec des pompes disponibles. De plus, une combinaison de pompes peut s'avérer plus éco-énergétique car certaines pompes, notamment en parallèle, peuvent être mises hors tension. Comme chaque pompe génère une hauteur manométrique H correspondant à un débit Q, lorsqu'elles sont connectées en série, la hauteur manométrique totale développée devient égale à la somme des hauteurs manométriques. H total vaut donc H1 plus H2, où H1 et H2 sont les hauteurs manométriques, ou la charge fournie au système développée par les pompes en série en débit commun Q. Avec des pompes en parallèle, on garde la même charge hydraulique, mais on additionne les débits des deux pompes. Donc, si on prend les deux courbes caractéristiques pour chaque pompe A et B, on peut connaître la courbe caractéristique des deux pompes en parallèle, présentée ici par la courbe noire, en additionnant les débits individuels pour une charge hydraulique constante. Les pompes en parallèle sont généralement utilisées afin de générer de hauts débits. Un autre avantage non négligeable de ce type de système est la possibilité d'éteindre une des pompes. Cela permet soit d'économiser de l'énergie, soit de faire une maintenance. Ainsi, même si une ou plusieurs pompes sont défectueuses, le système peut quand même continuer à fonctionner, à débit réduit, bien évidemment, en attendant que les réparations aient lieu. Il est possible aussi de connecter deux ou plusieurs pompes ayant des caractéristiques différentes. La méthode pour tracer la courbe de la pompe ne change pas. On additionne les deux courbes de manière horizontale afin de tracer la courbe du système de pompe. Ici, il est important de faire la distinction entre la courbe du système de pompe, la courbe en bleu, qui est simplement la courbe de la pompe équivalente aux deux pompes connectées en parallèle, et la courbe du système, en rouge, qui représente un ensemble de points débit-charge propres au système de conduite. Nous utilisons cette équation pour déterminer la courbe d'efficacité de deux pompes ou plusieurs pompes connectées en parallèle. Donc, pour deux pompes connectées en parallèle, l'efficacité sera égale à la somme des débits divisée par la somme des ratios débit sur efficacité de chacune des pompes. Ainsi, lorsque deux pompes identiques sont connectées en parallèle, nous pouvons prendre la même courbe d'efficacité que dans le cas d'une pompe simple, mais en posant Q égale Q total divisé par 2. La courbe d'efficacité sera donc étirée dans la direction horizontale sur un graphique du débit en fonction de la charge. Nous verrons ce cas dans un exemple un peu plus tard. Cependant,
Lorsqu'il est question de puissance, la puissance totale sera égale à la somme des puissances de chaque pompe. Par exemple, pour 2 pompes, le P total vaut P1 plus P2. Voici un exemple pour 2 pompes utilisées en parallèle. Les données de charge et de débit pour les 2 pompes sont données dans les tableaux. On vous demande de déterminer les courbes de la charge et de l'efficacité des pompes lorsqu'elles sont utilisées en parallèle. Voici les étapes pour obtenir la courbe d'efficacité totale. Puisque les pompes sont connectées en parallèle, mais ne sont pas identiques, nous devons avoir une courbe d'efficacité pour chacune des pompes de façon individuelle. Voici le calcul du débit et de l'efficacité totale pour un gain de charge de 120 mètres. Donc, pour un système comprenant ces 2 pompes connectées en parallèle et pour une charge de 120 mètres, nous aurons un débit de 3030 litres par seconde et une efficacité de 56,6%. On fait la même chose pour une charge de 100 mètres. On obtient un débit de 4600 litres par seconde et une efficacité de 53,5%. Les pompes centrifuges peuvent aussi être connectées en série. Dans ce cas, le débit va être le même, mais la charge hydraulique sera augmentée. Donc, si on a 2 pompes différentes A et B en série, on peut additionner les 2 courbes caractéristiques des pompes. Pour cela, on additionne les charges hydrauliques pour un même débit. Cela veut dire qu'on a une certaine flexibilité pour H. Si on a besoin d'un HP bas, on utilise une seule pompe. Si notre système a besoin d'un HP plus élevé, et si notre débit n'est pas trop élevé, on met les 2 pompes en série. On obtiendra ainsi le même débit, mais une charge hydraulique plus élevée. Il est à noter qu'il faut faire attention au NPSH. Si jamais on a une trop grande distance entre 2 pompes en série, il se pourrait qu'à l'entrée de la deuxième pompe, on ait des problèmes de NPSH. Pour tracer la courbe de plusieurs pompes en série, on additionne ici les charges et non les débits. On additionne donc les valeurs verticales sur le graphique tel qu'illustré sur la figure. L'efficacité d'un ensemble de 2 ou plusieurs pompes reliées en série est calculée de façon similaire que pour les pompes en parallèle. Seulement ici, on remplace les termes de débit par les termes de charge HP. Ainsi, si on a 2 pompes identiques travaillant en série, la courbe d'efficacité globale sera exactement la même que pour les 2 pompes individuelles. Nous verrons un exemple plus loin dans le cours. Tout comme dans le cas des pompes en parallèle, la puissance totale du système sera la somme des puissances individuelles de chaque pompe. Voyons un exemple pour 2 pompes en série. Les données de charge et de débit pour les 2 pompes sont fournies dans le tableau. Il faut déterminer les courbes de la charge et de l'efficacité des pompes lorsqu'elles sont utilisées en série. Voici les étapes à suivre pour tracer la courbe d'efficacité d'un système de pompes en série. Afin de tracer la courbe du système de pompe, on commence par choisir une valeur pour Q. Ici, on a un Q égale 2000 litres par seconde et un Q de 3000 litres par seconde. Pour trouver les HP correspondants au débit choisi, on additionne les charges des 2 pompes. Ce sera un point par lequel la courbe de la pompe équivalente passera. On peut trouver l'efficacité à ce point à l'aide de l'équation présentée plus tôt. Et enfin, on recommence le processus pour un Q de 3000 litres par seconde. Voici un exemple un peu plus complexe pour bien comprendre la différence entre un système en série et un système en parallèle. On commence par souligner les valeurs importantes pour résoudre l'exercice. La première étape consiste à trouver la tête de pompe nécessaire pour transférer l'eau du réservoir 1 au réservoir 2. Pour cela, nous utilisons l'équation de l'énergie. Après simplification,
on peut exprimer HP en fonction de F et de V. On peut maintenant supposer une valeur pour le débit et résoudre l'équation. Par exemple, si on prend un Q de 100, on peut calculer la vitesse V et la valeur de F. Si on met ensuite cette valeur de F dans l'équation, on trouve le HP requis pour transférer le débit assumé dans le système. Ici, on obtient un HP de 10,46 mètres pour un débit choisi de 100 litres par seconde. On recommence le processus pour d'autres débits dans la plage de fonctionnement souhaitée. On peut ainsi construire une courbe Q en fonction de H, c'est la courbe du système de conduite. Maintenant qu'on a la courbe caractéristique d'une pompe, il faut calculer les courbes pour les pompes en série et en parallèle. L'intersection de la courbe du système avec la courbe caractéristique nous donnera le point d'opération du système. Rappelons seulement que la courbe des pompes en parallèle se trouve en additionnant horizontalement les deux courbes individuelles et que la courbe des pompes en série se trouve en additionnant verticalement les deux courbes individuelles. Voici ce que donne l'ensemble des courbes tracées demandées dans l'exercice. Prenez bien le temps de comprendre comment chaque courbe a été obtenue. Notez que la courbe d'efficacité des deux pompes en série est identique à la courbe d'efficacité d'une seule pompe et que la courbe d'efficacité des pompes en parallèle est une version aplatie de cette même courbe. Cela s'explique car le débit total dans un système en parallèle est cumulatif, c'est-à-dire que Q total égale Q1 plus Q2. Les points d'opération sont présentés par les cercles blancs. On les trouve à chaque intersection des courbes de pompe et la courbe du système. Donc ici, les débits et les gains en charge sont différents et dépendent de la façon de relier les pompes. Nous pouvons aussi déterminer l'efficacité en projetant verticalement le point d'intersection sur la courbe d'efficacité correspondante. De cette façon, on utilise la courbe d'efficacité de A et C pour la pompe seule ou un système en série, tandis qu'on utilisera la courbe d'efficacité de B pour un système de pompe connecté en parallèle. Avec l'utilisation de valves, on peut construire un système d'une manière à ce que les pompes soient soit en série, soit en parallèle. Vous avez un exemple ici. Si on ouvre la valve A, tout en gardant les valves B et C fermées, nous avons un système de pompe en série. Par contre, si on décide d'ouvrir les valves B et C en gardant la valve A fermée, nous obtenons un système de pompe relié en parallèle. Il est aussi possible de fermer une des deux pompes pour des réparations ou simplement afin d'économiser de l'énergie lorsqu'une seule pompe est suffisante. Cela dépend de la demande en termes de débit ou gain de charge. Un tel système est très flexible et nous permet de couvrir un grand intervalle de débit ou de charge selon les besoins. En règle générale, la pression dans les conduites doit être limitée à une valeur maximale et minimale. En effet, une pression trop élevée risque de créer des fuites, alors qu'une pression trop basse n'est généralement pas souhaitable. Les conduites urbaines ont généralement une charge minimale de 20 mètres et une charge maximale de 70 mètres. Si la charge dans le système est inférieure à 20 mètres, une pompe peut être utilisée afin de l'augmenter. Si la charge est supérieure à 70 mètres, on peut utiliser des valves pour la réduire. Il est possible de construire un modèle à petite échelle à partir d'une pompe en laboratoire. On mesure ainsi ses différents paramètres. Ensuite, en utilisant les formules de similarité, on peut calculer ces paramètres dans un modèle à plus grande échelle. Ce processus est appelé modélisation physique. Dans les stations de pompage, il est essentiel de construire un système avec un bon fonctionnement. La modélisation physique peut facilement évaluer les performances de la pompe et du système. Cela permet de reproduire avec précision tous les effets hydrauliques pertinents à grande échelle tels que les distributions de vitesse, l'entraînement d'air, la vorticité, etc. Si le ratio des vitesses est constant entre deux pompes et que la direction des vitesses est la même, alors les pompes sont dites cinétiquement similaires.
Nous allons voir plus tard que les similitudes n'impliquent que des pompes adimensionnelles équivalents pour les deux pompes. Prenons un premier exemple. Ici, nous avons le débit Q divisé par le produit de la vitesse de rotation n et du cube de diamètre d. Si on simplifie les unités, on obtient un nombre sans dimension, qui est dit adimensionnel. Ces nombres adimensionnels sont constants, peu importe la grosseur du modèle. Ils nous permettront de faire un lien direct entre un prototype et un modèle de taille réelle. Tel que mentionné précédemment, on peut calculer les nombres adimensionnels pour des petits modèles et s'en servir pour calculer les caractéristiques cinématiques de plusieurs modèles grandeur nature. Puisque les nombres adimensionnels π sont constants, toutes leurs combinaisons sont également constantes. De cette façon, on peut fabriquer une multitude de nombres π pour nous permettre de faire des liens entre deux modèles similaires mais de tailles différentes. En théorie, l'efficacité reste constante pour deux pompes similaires. Ainsi, si on veut connaître l'efficacité d'une pompe, on peut fabriquer une version plus petite, similaire, et mesurer son efficacité. Comme π1, π2 et π3 sont constants, toutes leurs combinaisons sont également constantes. On peut donc utiliser π1, π2 afin d'éliminer le d. Vous avez ici la définition de la vitesse spécifique. Elle est calculée comme étant Q exposé en 1/2 multiplié par N et divisé par HP exposé en 3/4. Pour deux pompes similaires, leurs vitesses spécifiques sont égales. Il est à noter que les courbes d'efficacité sont généralement basées sur la vitesse spécifique et que les pompes sont sélectionnées selon une vitesse spécifique et donc selon leur efficacité. Voici quelques autres combinaisons de nombres adimensionnels pouvant être utiles. Voyons un exemple ensemble. On commence par souligner les points importants. Nous voulons trouver le diamètre, la vitesse de rotation et la puissance d'une pompe de taille réelle. Nous utiliserons les indices M pour modèle, de petite taille donc, et P pour prototype, de taille réelle. Puisqu'on connaît le débit Q et la charge HP, on cherche un nombre π qui nous permettra d'avoir une seule inconnue, soit le diamètre d ou alors la vitesse de rotation n, par exemple. En prenant le carré du nombre π1 et en le divisant par le nombre π2, on obtient une expression dans laquelle nous pouvons isoler le dp. Il devient ainsi facile de calculer en substituant les valeurs fournies dans l'énoncé le dp. On trouve donc un d de 13,9 cm. On peut également trouver des expressions pour calculer n et p pour le prototype. On obtient un n de 1158 rpn et un p de 198 kW. Un cas particulier du concept des pompes similaires arrive lorsque D1 égale D2. Dans ce cas spécial, les formules se simplifient et on obtient les relations présentées ici, à savoir que le ratio des débits devient égal au ratio des vitesses de rotation. Le ratio des charges devient égal au carré du ratio des vitesses. Et le ratio des puissances devient égal au cube du ratio des vitesses. Cela veut dire que pour une seule pompe, le débit est proportionnel à la vitesse, à la charge au carré de la vitesse et à la puissance au cube de la vitesse. Il est à noter que ceci est vrai en théorie, mais pas vraiment en pratique. Dans la réalité, les différences de dimension provoquent de petites erreurs. Une application très utile de ce concept est la génération de courbes de pompe pour plusieurs vitesses de rotation, sans nécessairement devoir tester la pompe pour chaque vitesse. Donc, si on connaît une courbe de pompe pour une certaine vitesse n1, on peut générer une courbe pour une vitesse différente n2 en suivant le processus suivant. On commence par sélectionner un point HP1, Q1 sur la courbe pour la vitesse n1. On calcule ensuite HP2 et Q2 pour la vitesse n2
selon les relations présentées précédemment. On obtient alors un point HP2Q2 pour la courbe de vitesse N2 que l'on désire construire. On répète le processus et on relie les points obtenus pour obtenir une courbe approximative continue. Une autre application assez pratique de ce concept est de trouver facilement un nouveau point d'opération d'un système si l'on change la vitesse de rotation de la pompe. En traçant la nouvelle courbe pour la vitesse N2, comme vu précédemment, on peut repérer le point d'intersection entre cette nouvelle courbe et la courbe du système, car il ne dépend pas de la vitesse de rotation. Il demeure donc le même. Ainsi, il est possible d'obtenir relativement facilement le nouveau point d'opération HPQ pour la vitesse N2. Maintenant, que faire si notre point d'opération ne nous satisfait pas? Il se pourrait qu'on ait besoin d'un point d'opération différent. À ce moment-là, il faudra changer la courbe de la pompe pour pouvoir se rendre au point d'opération désiré. Pour changer le point d'opération, on peut faire deux choses. Soit on change la courbe HQ de la pompe en modifiant la vitesse de rotation ou en changeant la roue mobile, soit on change la courbe HPQ du système. Pour cela, on va modifier les paires de charges. Ce cas peut néanmoins changer toute la partie conception du système. C'est mieux de changer le HQ de la pompe si cela est possible. Nous verrons comment faire cela dans la suite du cours. Voyons comment faire ces transformations. Pour le premier cas, les courbes de la pompe et du système sont connues. Dans notre exemple, le point d'opération Q1 est de 2712 litres par minute pour une charge hydraulique de 17,5 mètres. Ce point d'opération ne nous satisfait pas parce que nous avons besoin d'un débit de 2900 litres par minute à une charge hydraulique de 20 mètres. De quelle façon peut-on adapter notre point d'opération? Comme on l'a vu, on peut choisir de modifier la vitesse de rotation. Au point A, 1, on connaît toutes les variables. Au point 2, on connaît ce qu'on souhaite obtenir, à savoir Q2 et H2. Il suffit donc d'appliquer la première règle du débit en fonction de la vitesse pour isoler la vitesse de rotation. On trouve une vitesse de rotation de 1925 tours par minute au lieu de 1800 initialement. Ce deuxième cas est celui où on ne connaît pas la courbe du système. À ce moment-là, il faut faire une méthode itérative pour trouver la bonne vitesse de rotation. Vous avez ce cas de figure expliqué plus en détail dans les notes de cours. Voici ce qui clôture le module 6. Bonne semaine à tous.